La douleur écrasante dans ma poitrine a frappé à 3h47 du matin, comme si quelqu'un avait placé un étau autour de mon cœur et le serrait lentement à chaque respiration laborieuse que j'essayais de prendre. J'avais été infirmière aux urgences pendant 28 ans avant que mes propres problèmes cardiaques ne me forcent à prendre une retraite anticipée. Je connaissais donc la différence entre l'anxiété et la réalité. C'était la réalité. Je suis resté allongé dans mon lit pendant 15 minutes, espérant que la douleur s'atténuerait, que peut-être je me trompais sur ce qui arrivait à mon corps. Mais la sensation d'écrasement ne faisait que s'intensifier, irradiant le long de mon bras gauche avec un schéma familier qui me glaçait le sang. Quand j'ai essayé de m'asseoir, la pièce a tourné violemment et j'avais à peine le souffle. À 52 ans, je faisais une crise cardiaque. Mes mains tremblaient alors que j'attrapais mon téléphone sur la table de chevet, faisant défiler les contacts pour trouver le numéro de mon fils, Ethan. Les jumeaux avaient maintenant 36 ans, tous deux brillants dans leur carrière, tous deux vivant dans de chers appartements en centre-ville à environ 20 minutes de ma modeste maison de banlieue. Ils avaient été le centre de mon univers depuis le jour où je les avais tenus dans mes bras, nouveau-nés, alors que j'avais à peine 17 ans et que j'étais terrifié à l'idée d'élever deux bébés toute seule. Ethan, ai-je réussi à murmurer quand il a répondu au 4e coup de fil, la voix groggy et irritée. Maman, tu as une idée de l'heure qu'il est? Il est presque 4 heures du matin. Ethan, j'ai besoin que tu m'emmènes à l'hôpital. J'ai une douleur à la poitrine et j'ai à peine le souffle. Quoi? J'ai entendu un bruissement en arrière-plan. Probablement lui qui vérifiait à nouveau l'heure sur son téléphone. Maman, tu as déjà eu des crises d'angoisse. Tu te souviens l'année dernière quand tu pensais faire un AVC, mais c'était juste du stress. Ce n'est pas de l'anxiété, mon chéri. C'est différent. Je dois aller aux urgences tout de suite. Maman, j'ai une présentation très importante demain matin. Je veux dire, ce matin. Je me prépare pour cette réunion client depuis des semaines, et je ne peux pas arriver épuisé et déconcentré. La douleur dans ma poitrine s'est intensifiée alors que je digérais ce que mon fils disait. Sa présentation était plus importante que l'urgence médicale potentielle de sa mère. Ethan, s'il te plaît, j'ai peur et je ne pense pas que je devrais conduire moi-même. Écoute, maman, appelle juste un Uber. Ce sera probablement plus rapide que d'attendre que je m'habille et que je vienne te chercher de toute façon. Et honnêtement, tu sais comment tu t'emballes parfois pour des questions de santé? Un Uber? Ouais, il fonctionne toute la nuit et tu y arriveras plus vite que si je dois d'abord venir te chercher. Envoie-moi un texto quand tu arriveras à l'hôpital, d'accord? Mais essaie de te reposer si ça s'avère n'être rien de grave. La ligne a été coupée avant que je puisse répondre. J'ai regardé mon téléphone avec incrédulité, me demandant si j'avais bien entendu mon fils. M'avait-il vraiment dit de prendre un VTC pour aller à l'hôpital pendant ce qui ressemblait à un événement cardiaque majeur? Mon doigt a survolé les coordonnées d'Isabella. Bella avait toujours été légèrement plus empathique que son frère jumeau, bien que mes deux enfants soient devenus de plus en plus distants depuis qu'ils avaient réussi financièrement. Peut-être comprendrait-elle l'urgence de la situation. Maman. La voix de Bella était vive d'agacement quand elle a répondu. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est 4 heures du matin. Bella, j'ai besoin que tu m'emmènes à l'hôpital. J'ai une douleur thoracique intense et un essoufflement. Je crois que je fais une crise cardiaque. Oh, allez, maman. Tu te souviens des dernières fois où tu pensais avoir des urgences médicales? C'était toujours de l'anxiété, un reflux acide ou quelque chose de mineur. Cette fois, c'est différent, ma chérie. La douleur irradie dans mon bras et je tiens à peine debout. As-tu essayé de prendre des antiacides? Parfois, ce qui ressemble à une douleur thoracique n'est en fait qu'un trouble de l'estomac. Tu as mangé cette nourriture thaïlandaise épicée hier, tu te souviens? J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de rester calme malgré la panique grandissante que je ressentais à la fois pour mon état physique et pour les réponses de mes enfants. Bella, j'ai été infirmière pendant près de 30 ans. Je connais la différence entre les brûlures d'estomac et les symptômes cardiaques. C'est vrai, mais tu sais aussi que le stress peut imiter les symptômes d'une crise cardiaque et tu as été anxieuse à propos de tous ces derniers temps. Écoute, j'ai une énorme réunion de lancement de produits demain à la 1re heure et je ne peux littéralement pas me permettre de ne pas dormir. Alors, tu veux que je conduise moi-même à l'hôpital? Mon Dieu, non. Ne conduis pas si tu te sens étourdi. Appelle juste un Uber ou un taxi. Ils t'y conduiront en toute sécurité,
et puis tu pourras m'envoyer un texto quand tu sauras que ce n'est rien de grave. Un Uber, ai-je répété platement. Maman, on est en 2024. Les gens utilisent tout le temps des services de VTC pour aller à l'hôpital. C'est en fait plus pratique que de demander à des membres de la famille de vous conduire, car nous n'avons pas à nous soucier de ramener 2 voitures de l'hôpital. Et si ce n'est pas rien de grave, Bella? Alors tu seras à l'hôpital, soigné par des professionnels qui savent vraiment ce qu'ils font. Maman, je t'aime, mais tu ne réfléchis pas clairement en ce moment. Va juste aux urgences, laisse les médecins t'examiner et appelle-nous le matin pour nous donner des nouvelles. Elle a raccroché avant que je puisse argumenter davantage. Je me suis assise sur le bord de mon lit, le téléphone entre mes mains tremblantes, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Mes 2 enfants, les 2 êtres humains pour qui j'avais tout sacrifié, pour qui j'avais fait des doubles services pour subvenir à leurs besoins, pour qui j'étais resté éveillé toute la nuit pour les soigner pendant leur maladie d'enfance, venaient de me dire de prendre un Uber pour aller à l'hôpital pendant ce qui pourrait être une urgence médicale potentiellement mortelle. La douleur thoracique écrasante s'aggravait, et je commençais à avoir la nausée et le vertige. Tous les instincts que j'avais développés en tant qu'infirmière aux urgences me disaient que je vivais un événement cardiaque majeur qui nécessitait une intervention médicale immédiate. J'ai ouvert l'application Uber avec des doigts tremblants et j'ai demandé une course pour l'hôpital Saint-Marie, les mêmes urgences où j'avais travaillé pendant plus de 2 décennies. L'heure d'arrivée estimée était de 8 minutes, ce qui semblait une éternité quand chaque respiration était une lutte. En attendant, j'ai pensé à toutes les fois où j'avais tout laissé tomber pour me précipiter aux côtés de mes enfants quand ils avaient besoin de moi. Le bras cassé d'Ethan quand il avait 12 ans. J'avais quitté le travail au milieu de mon service pour être avec lui. L'appendicite de Bella à 15 ans. J'avais passé 3 jours à dormir sur une chaise d'hôpital inconfortable pour m'assurer qu'elle n'était pas seule pendant sa convalescence. Mais maintenant, alors que leur mère était potentiellement en train de mourir, ils ne pouvaient pas se donner la peine de manquer quelques heures de sommeil avant leurs importantes réunions de travail. Le chauffeur d'Uber était un homme pakistanais aimable nommé Ahmad, qui m'a aidé à monter dans sa voiture et a conduit prudemment mais rapidement à l'hôpital, me demandant s'il devait appeler quelqu'un ou rester avec moi jusqu'à ce que je sois admise. Mes enfants savent que j'arrive, lui ai-je dit, ce qui était techniquement vrai, même si aucun d'eux ne prévoyait de me rejoindre. Ahmad a insisté pour m'aider à entrer aux urgences et n'a pas voulu accepter le paiement de la course. Ma mère a le même âge que vous, a-t-il dit doucement. J'espère que quelqu'un l'aidera si elle a besoin d'aller à l'hôpital et que je ne peux pas y être. Je me suis enregistré au bureau des urgences où j'ai reconnu plusieurs infirmières de mes années de travail là-bas. L'infirmière de triage a immédiatement noté mes symptômes et mes signes vitaux et en 10 minutes, j'étais dans une salle d'examen en train de passer un électrocardiogramme. C'est à ce moment-là que j'ai vu le nom sur la blouse du cardiologue qui est entré dans ma chambre. Et mon monde a basculé d'une manière qui n'avait rien à voir avec mon urgence cardiaque. Dr Colin Matthews. Le même Colin Matthews qui m'avait mise enceinte quand nous avions tous les 2 16 ans. Le même Colin Matthews qui avait disparu de ma vie quand ses riches parents médecins l'avaient forcé à choisir entre moi et sa future carrière médicale. Le même Colin Matthews que j'avais aimé désespérément et que j'avais passé 36 ans à essayer d'oublier. Le père de mes enfants qui n'avait aucune idée que l'adolescente effrayée qu'il avait abandonnée avait donné naissance à des jumeaux qui venaient de refuser d'aider leur mère pendant la nuit la plus terrifiante de sa vie. Certaines urgences médicales rassemblent les familles. La mienne était sur le point de révéler que le père que mes enfants n'avaient jamais connu allait sauver la vie de leur mère pendant qu'ils dormaient paisiblement dans leur lit, donnant la priorité à des réunions de travail plutôt qu'à la femme qui les avait élevés seuls pendant 36 ans. Et le docteur Colin Matthews était sur le point de découvrir que le grand amour de sa vie était allongé seul dans une salle d'urgence, abandonné par les enfants qu'il n'avait jamais rencontrés. Le docteur Colin Matthews est resté figé dans l'embrasure de la porte de ma salle d'examen pendant ce qui a semblé une éternité. Son dossier médical tombant de ses doigts soudainement inerte alors que la reconnaissance se dessinait sur des traits qui avaient mûri, passant du visage de garçon que j'avais aimé à 16 ans à la physionomie distinguée d'un cardiologue accompli. Victoria. Sa voix n'était qu'un murmure, rempli d'incrédulité et de quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Victoria Ashworth. Bonjour, Colin. J'ai réussi à garder ma voix stable malgré le chaos d'émotions qui rivalisait avec la douleur physique qui écrasait toujours ma poitrine. Je me fais appeler Tori maintenant. Il s'est approché de mon lit d'hôpital avec les pas prudents de quelqu'un s'approchant d'un mirage qui pourrait disparaître s'il était dérangé. Ses yeux, toujours du même brun chaud qui avait autrefois fait battre mon cœur d'adolescente,
scrutait mon visage avec une intensité qui me rendait vivement consciente de combien 36 ans nous avaient changé tous les deux. « Je te cherchais », a-t-il dit doucement, tirant la chaise à côté de mon lit avec des mains qui tremblaient légèrement. « Depuis plus de 3 décennies, j'essaie de te retrouver. »« Vraiment ?» ai-je répondu, notant que son annulaire était nu, mais choisissant de ne pas commenter cette observation. « Eh bien, tu m'as trouvé, bien que je suppose que tu es ici à titre professionnel plutôt que dans le cadre d'une recherche à long terme. Tori, tu fais une crise cardiaque. » Sa voix est passée en mode clinique, bien que ses yeux soient restés fixés sur mon visage avec une émotion indéniable. L'ECG montre une élévation significative du segment sein, ce qui signifie que nous devons t'opérer immédiatement. Je sais ce que signifie l'élévation du segment sein, Colin. J'ai été infirmière aux urgences pendant 28 ans. Tu es devenue infirmière. Un petit sourire a traversé son visage malgré la crise médicale en cours. Tu disais toujours que tu voulais aider les gens qui souffraient. Oui. Eh bien, j'ai appris très tôt que certaines personnes n'ont personne d'autre pour les aider. La référence pointue à ma situation il y a 36 ans l'a fait tressaillir. Mais avant qu'il puisse répondre, un autre cardiologue est entré dans la pièce. Dr Matthews, l'équipe chirurgicale est prête pour votre patiente en IDM, a annoncé le Dr Peterson, un collègue dont je me souvenais vaguement de mes années d'infirmière. Nous devons agir rapidement sur ce cas. Dr Peterson, je dois vous demander de prendre en charge ce cas, a dit Colin sans quitter mes yeux. J'ai un lien personnel avec cette patiente qui crée un conflit d'intérêts. Colin, il n'y a pas le temps pour des transferts de cas, ai-je interrompu, ma douleur à la poitrine s'intensifiant à chaque mot. Tu es le meilleur cardiologue de cet hôpital et j'ai besoin du meilleur en ce moment. Tori, je ne peux pas t'opérer. Les enjeux émotionnels sont trop élevés. Les enjeux émotionnels étaient élevés il y a 36 ans aussi. Mais ça ne t'a pas empêché de prendre des décisions pratiques à l'époque. Il a grimacé à mes mots. Mais je pouvais le voir peser la nécessité médicale contre les complications personnelles. Elle a raison, a interjeté le docteur Peterson en vérifiant sa montre. Dr Matthews, vous êtes le chirurgien le plus expérimenté disponible, et cette patiente a besoin d'une intervention dans les 20 prochaines minutes, sinon elle pourrait subir des dommages cardiaques irréversibles. Très bien, a dit Colin, se levant et passant complètement en mode chirurgien. Mais je veux que le docteur Peterson m'assiste, et je veux une documentation complète de toutes les décisions prises pendant cette procédure. Alors qu'il se préparait à me transporter en salle d'opération, Colin s'est penché près de mon oreille. Tori, je dois te demander quelque chose qui pourrait sembler étrange compte tenu des circonstances. As-tu des enfants? Y a-t-il une famille que je devrais contacter au sujet de ton opération? J'ai regardé dans ses yeux, les yeux qui s'étaient transmis génétiquement à Ethan et Isabella, et j'ai pris une décision qui allait changer toutes nos vies de manière irrévocable. J'ai des jumeaux, Ethan et Isabella Ashworth. Ils ont 36 ans. Le visage de Colin est devenu complètement blanc alors qu'il assimilait les mathématiques de ce que je venais de lui dire. 36 ans, a-t-il répété lentement. Oui. Tori, sont-ils? Ce sont tes enfants, Colin. Les bébés que je portais quand tu es parti pour l'école de médecine au Royaume-Uni. J'ai regardé un homme qui avait passé des décennies à effectuer des opérations chirurgicales vitales sous une pression intense s'effondrer complètement émotionnellement en réalisant que la petite amie adolescente qu'il avait abandonnée était enceinte de ses enfants. J'ai des enfants. Sa voix s'est brisée d'un mélange de joie et de dévastation. J'ai des enfants de 36 ans que je n'ai jamais rencontrés. Tu as des enfants qui ont passé toute leur vie à se demander pourquoi leur père ne s'était jamais assez soucié d'eux pour les retrouver. Tori, je ne savais pas. Je le jure devant Dieu, je ne savais pas que tu étais enceinte. J'ai essayé de te le dire. J'ai appelé chez toi des dizaines de fois, mais tes parents ont dit que tu avais clairement fait savoir que tu ne voulais aucun contact avec moi. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais dit ça. Mes parents. Ils m'ont dit que tu avais tourné la page et que tu ne voulais plus me voir. Eh bien, nous pourrons régler qui a menti à qui il y a 36 ans après que tu m'aies sauvé. Le docteur Peterson s'impatientait de notre conversation. Dr Matthews, nous devons vraiment transporter cette patiente en salle d'opération immédiatement. Où sont-ils? A demandé Colin d'urgence alors que les brancardiers se préparaient à pousser mon brancard vers la salle d'opération. Où sont Ethan et Isabella? Sont-ils ici? Non, ils ne sont pas là. Pourquoi ne sont-ils pas là? Ne savent-ils pas que tu fais une crise cardiaque?
Ils le savent, et ils ne sont pas là. Ils m'ont dit de prendre un Uber parce qu'ils ont d'importantes réunions de travail le matin. J'ai regardé le visage de Colin passer par le choc, l'incrédulité et ce qui semblait être de la colère alors qu'il assimilait ce que je venais de révéler sur la réponse de nos enfants à mon urgence médicale. Ils t'ont dit de prendre un Uber à l'hôpital pendant une crise cardiaque parce qu'ils avaient des réunions de travail? Apparemment, leurs obligations professionnelles priment sur la mort potentielle de leur mère. Donne-moi leur numéro de téléphone. Colin, tu dois d'abord m'opérer. La réunion de famille émouvante pourra avoir lieu après que tu m'aies empêché de mourir. Tu ne vas pas mourir, Tori. Je ne vais pas te perdre à nouveau. Tu m'as perdu il y a 36 ans quand tu as choisi ta carrière médicale plutôt que notre relation. En ce moment, j'ai besoin que tu utilises cette carrière médicale pour me sauver la vie. Alors qu'il me transportait vers la salle d'opération, je pouvais voir Colin lutter avec la réalisation dévastatrice qu'il avait manqué 36 ans de la vie de ses enfants et que ses enfants venaient d'abandonner leur mère pendant une urgence potentiellement mortelle. Tori, après l'opération, nous devons parler de tout. Après l'opération, tu dois appeler tes enfants et leur expliquer que leur mère a failli mourir seule parce qu'ils ne pouvaient pas se donner la peine de la conduire à l'hôpital. Mes enfants, a-t-il répété doucement, comme pour tester la sensation des mots. Tes enfants qui ne savent pas que tu existes et qui, apparemment, ne valorisent pas le parent qu'ils connaissent. Certaines personnes découvrent leurs parents par des annonces planifiées ou des accidents heureux. Colin Matthews découvrait qu'il était père tout en préparant une opération d'urgence sur la femme qui avait porté ses enfants seuls pendant 9 mois et les avait élevés seuls pendant 36 ans. Et ses enfants étaient sur le point d'apprendre que le père qu'ils n'avaient jamais rencontré allait sauver la mère qu'ils venaient d'abandonner pendant qu'ils dormaient paisiblement dans leur lit, rêvant des présentations de travail du lendemain. Je me suis réveillé 6 heures plus tard dans l'unité de soins intensifs cardiaques avec le genre de désorientation qui suit une opération majeure et une anesthésie lourde. Le bip régulier des moniteurs et l'odeur antiseptique familière de l'air de l'hôpital ont ravivé des souvenirs de ma carrière d'infirmière. Mais voir le monde du point de vue d'un patient semblait surréaliste et vulnérable. Tori. La voix de Colin venait de quelque part à ma droite, douce mais alerte. Comment te sens-tu? J'ai tourné la tête lentement, notant les lignes intraveineuses et les fils de surveillance attachés à mon corps, et je l'ai vu assis à côté de mon lit, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Sa blouse de chirurgien avait été remplacée par des vêtements de ville froissés, suggérant qu'il était là depuis des heures. Comme si j'avais été heurté par un camion qui transportait des instruments chirurgicaux, ai-je réussi à dire, la gorge sèche et rauque à cause du tube respiratoire qu'ils avaient utilisé pendant l'opération. C'est en fait une description assez précise de ce qui t'est arrivé. Il a attrapé une tasse de copeaux de glace sur ma table de chevet. Tiens, ça aidera pour l'irritation de la gorge. C'était grave? Assez grave. Tu as fait ce que nous appelons une crise cardiaque faiseuse de veuve. Un blocage complet de ton artère descendante antérieure gauche. Si tu avais attendu beaucoup plus longtemps pour obtenir des soins médicaux. Je serais morte. Oui. J'ai laissé cette information s'installer pendant que j'essayais de digérer tout ce qui avait mené à ce moment. La douleur thoracique écrasante, les réponses dédaigneuses de mes enfants, le trajet en Uber avec le gentil Ahmad, et la révélation choquante que mon chirurgien d'urgence était le père de mes enfants. Colin, les as-tu déjà appelés? Ethan et Isabella. Non, je voulais attendre après ton opération, quand je pourrais leur dire que tu étais stable. Qu'est-ce que tu comptes leur dire exactement? La vérité. Que leur mère a fait une crise cardiaque massive, qu'elle a failli mourir parce qu'ils ont refusé de l'emmener à l'hôpital, et que je suis leur père. Tu vas leur balancer toutes ces informations en un seul appel téléphonique? Comment préférerais-tu que je gère ça, Tori? Ce sont des circonstances extraordinaires qui nécessitent une honnêteté immédiate. J'ai fermé les yeux, essayant d'imaginer comment mes enfants réagiraient en apprenant que leur père absent était non seulement vivant, mais venait de pratiquer une opération chirurgicale vitale sur leur mère pendant qu'ils dormaient à travers sa crise médicale. Ils vont être anéantis de ne pas avoir été là, ai-je dit. Bien. Ils devraient être anéantis. Colin, ce ne sont pas de mauvaises personnes. Ils sont juste devenus égocentriques en vieillissant et en réussissant. Égocentriques au point de dire à leur mère de prendre un Uber pendant une crise cardiaque. Leur père les a abandonnés avant leur naissance. Peut-être ont-ils appris le détachement émotionnel de cette expérience. Le commentaire a fait mouche, et j'ai vu le visage de Colin se décomposer de culpabilité et de regret. Tori, je ne t'ai pas abandonné par choix.
Mes parents ont menacé de couper tout soutien financier pour l'école de médecine si je ne mettais pas fin à notre relation immédiatement. Ils ont dit que tu étais une distraction qui détruirait mon avenir. Et tu les as crus. J'avais 18 ans et j'étais terrifié à l'idée de perdre ma chance de devenir médecin. Mes parents m'ont convaincu que rester avec toi ruinerait nos deux vies. Alors, tu as choisi ta carrière plutôt que notre relation et nos enfants. J'ai choisi ce que je pensais être une sécurité financière qui me permettrait finalement de subvenir à tes besoins correctement. J'avais prévu de revenir te chercher après l'école de médecine. Mais tu ne l'as jamais fait. Parce que quand j'ai essayé de te retrouver, tu avais disparu. Ta mère avait déménagé sans laisser d'adresse. J'ai engagé des détectives privés, j'ai cherché sur les réseaux sociaux, j'ai vérifié les dossiers des écoles d'infirmières, rien. Je me suis souvenu de la décision de ma mère de nous faire déménager à l'autre bout du pays quand les jumeaux avaient 2 ans, prétendant qu'elle voulait un nouveau départ loin des souvenirs douloureux et des commérages locaux sur la situation de sa fille adolescente. Ma mère pensait qu'il valait mieux que nous rompions complètement avec tout ce qui nous rappelait notre ancienne vie. Y compris moi. Surtout toi. Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes, tous deux digérant 36 ans de liens manqués et d'intentions mal comprises. Colin, que veux-tu de moi maintenant? De nous? Je veux connaître mes enfants. Je veux comprendre les personnes qu'ils sont devenus et essayer de construire des relations avec eux. Et moi? Quoi, toi? Veux-tu construire une relation avec moi ou juste avec les enfants que nous partageons? Il est resté silencieux pendant un long moment, étudiant mon visage avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait interpréter. Tori, j'ai pensé à toi tous les jours pendant 36 ans. Je me suis demandé où tu étais, si tu étais heureuse, si tu pensais parfois à moi. Te retrouver ici, apprendre l'existence de nos enfants. C'est comme si on m'avait donné une seconde chance que je ne mérite pas, ce n'est pas une réponse à ma question. Je veux tout. Je veux te connaître à nouveau. Je veux connaître nos enfants. Je veux faire partie de la famille dont j'aurais dû faire partie depuis le début. Ça ne marche pas comme ça, Colin. Tu ne peux pas simplement t'insérer dans des vies qui ont fonctionné sans toi pendant des décennies. Je comprends ça, mais j'espère que tu me donneras la chance d'essayer. Avant que je puisse répondre, une infirmière est entrée pour vérifier mes signes vitaux et ajuster mes médicaments. Je l'ai reconnue comme quelqu'un avec qui j'avais travaillé des années auparavant, et elle a semblé surprise de me voir comme patiente plutôt que comme collègue. Tori, j'ai entendu dire que tu étais là, mais je ne pouvais pas y croire. Comment te sens-tu, ma chérie? Comme si on m'avait rappelé que je ne suis pas invincible, Sarah. Le docteur Matthews ici t'a sauvé la vie. Tu as de la chance qu'il ait été de garde ce soir. Sarah a terminé ses vérifications et est partie. Mais son commentaire sur la chance m'a fait réfléchir à l'extraordinaire coïncidence que Colin soit mon médecin traitant pendant le moment le plus vulnérable de ma vie d'adulte. Colin, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose avant d'appeler mes enfants. Quoi? Je ne veux pas qu'ils se sentent obligés d'avoir une relation avec toi par culpabilité de ne pas avoir été là ce soir. Si tu dois faire partie de leur vie, ce devrait être parce qu'ils veulent vraiment te connaître, pas parce qu'ils essaient de compenser leur abandon pendant une urgence médicale. Comment séparer ces motivations? Nous ne leur disons pas que tu es leur père jusqu'à ce qu'ils aient eu le temps de digérer leur culpabilité de ce soir et de décider quel genre de relation ils veulent avoir avec moi à l'avenir. Tu veux que je leur mente sur mon identité? Je veux que tu te présentes comme mon médecin, préoccupé par leur absence pendant mon opération. Laisse-les d'abord gérer la crise immédiate, et ensuite nous verrons s'ils sont capables d'être de meilleurs enfants avant de compliquer leur vie avec des informations sur leur père. Tori, ils méritent de connaître la vérité. Ils méritent de connaître la vérité sur beaucoup de choses, y compris comment donner la priorité à la famille plutôt qu'aux réunions de travail. Voyons s'ils peuvent apprendre cette leçon avant d'ajouter plus de complexité à leur éducation émotionnelle. Colin avait l'air partagé, mais a hoché lentement la tête. D'accord, je les appellerai en tant que médecin de leur mère, préoccupés par leur absence, mais je n'attendrai pas longtemps avant de tout leur dire. Marché conclu. Il a pris son téléphone et a fait défiler les coordonnées que je lui avais données des heures plus tôt. Une préférence pour lequel j'appelle en premier? Ethan. Il est généralement plus pragmatique dans les situations de crise. Certains appels téléphoniques donnent des mises à jour de routine sur des procédures médicales.
L'appel que Colin était sur le point de passer allait commencer une série de révélations qui forceraient mes enfants à affronter à la fois leurs échecs en tant que membres de la famille et l'existence d'un père dont ils s'étaient interrogés toute leur vie. Et j'étais sur le point de découvrir si mes enfants étaient capables de remords sincères ou simplement d'une gestion de la culpabilité basée sur la performance. Colin a composé le numéro d'Ethan à 11h30, donnant à mes enfants amplement le temps de se réveiller, d'assister à leurs importantes réunions matinales et de s'installer dans leur routine normale du mardi avant de découvrir que leur mère avait failli mourir pendant leur sommeil. Je les regardais faire les 100 pas à côté de mon lit d'hôpital, visiblement nerveux à l'idée de la conversation qu'il allait avoir avec le fils qu'il n'avait jamais rencontré. Monsieur Ashworth, c'est le docteur Colin Matthews de l'hôpital Saint-Marie. Je vous appelle au sujet de votre mère, Victoria Ashworth. Même depuis mon lit, j'entendais la voix d'Ethan monter d'alarme à travers le haut-parleur du téléphone. Est-ce que tout va bien? Je comptais l'appeler plus tard dans la journée pour savoir comment elle allait. Monsieur Ashworth, votre mère a eu une crise cardiaque massive tôt ce matin. Elle a subi une opération cardiaque d'urgence et est actuellement stable dans notre unité de soins intensifs. Le silence à l'autre bout du fil d'Ethan a duré près de 30 secondes. Une crise cardiaque? Sa voix était tombée à un murmure. Mais elle m'a appelé ce matin pour une douleur à la poitrine. Et j'ai pensé. Vous avez pensé quoi, monsieur Ashworth? J'ai pensé qu'elle avait des problèmes d'anxiété, comme elle en a eu auparavant. Elle a dit qu'elle avait besoin que je la conduise à l'hôpital, mais je lui ai dit d'appeler un Uber parce que j'avais une présentation ce matin. Vous avez dit à votre mère de prendre un service de VTC pour aller à l'hôpital pendant une urgence cardiaque. Je ne savais pas que c'était une urgence cardiaque. Elle a eu de fausses alertes auparavant, et j'avais cette énorme réunion client que je préparais depuis des semaines. Monsieur Ashworth, votre mère est arrivée seule à nos urgences à 4h15 du matin. Elle avait une obstruction complète de son artère descendante antérieure gauche, ce que nous appelons une crise cardiaque faiseuse de veuve. Si elle avait attendu ne serait-ce qu'une heure de plus pour être soignée, elle serait morte. J'entendais la respiration d'Ethan devenir rapide et superficielle à travers le téléphone. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Est-ce qu'elle va s'en sortir? Elle est stable maintenant, mais elle a demandé après vous et votre sœur. Je suis préoccupé par le fait qu'aucun de ses enfants ne soit venu à l'hôpital pendant les 10 heures qui ont suivi son opération. 10 heures? Elle est là depuis 10 heures? Oui, monsieur Ashworth. Où êtes-vous actuellement? Je suis au travail. Je viens de terminer ma présentation. Dr Matthews, je n'avais aucune idée qu'elle faisait vraiment une crise cardiaque. Elle nous a déjà appelés pour des problèmes médicaux qui se sont avérés n'être rien de grave. Quand votre mère vous a-t-elle appelé pour la dernière fois pour des problèmes médicaux qui se sont avérés n'être rien de grave? Une autre longue pause. Eh bien, je ne me souviens pas d'un cas précis, mais elle s'inquiète parfois pour sa santé, et nous avons juste supposé. Vous avez supposé que sa douleur à la poitrine et ses difficultés respiratoires étaient de l'anxiété plutôt que de chercher une évaluation médicale. Dr Matthews, je me sens très mal à ce sujet. Je quitte le travail tout de suite pour venir à l'hôpital. Je pense que ce serait approprié. Je vous suggère également d'appeler votre sœur immédiatement. Oui, absolument. J'appelle Bella tout de suite. M. Ashworth, je dois vous demander autre chose. Comment décririez-vous votre relation avec votre mère? Ma relation? Nous avons une bonne relation. Pourquoi demandez-vous? Parce que je suis préoccupé par son bien-être émotionnel ainsi que par sa convalescence physique. Elle semble assez isolée et un soutien familial solide améliore considérablement les résultats de la convalescence cardiaque. Elle n'est pas isolée. Nous lui parlons régulièrement. Quand avez-vous passé pour la dernière fois un temps prolongé avec votre mère? Pas un appel téléphonique, mais du temps réel en personne. J'ai vu le visage de Colin se crisper de ce qui semblait être de la colère alors qu'il attendait la réponse d'Ethan. Nous avons dîné avec elle vers. C'était probablement vers Thanksgiving, peut-être un peu avant. C'était il y a 4 mois, monsieur Ashworth. Nous avons été très occupés par le travail, et maman comprend que nous avons des carrières exigeantes. Assez occupés pour qu'aucun de vous deux ne puisse la conduire à l'hôpital pendant ce qu'elle vous a dit être une urgence médicale. Dr Matthews, je comprends que vous soyez contrarié par notre réaction, mais nous pensions sincèrement qu'elle surréagissait à des symptômes d'anxiété. Sur la base de quelle formation médicale ou expérience antérieure?
Nous savons juste que maman a tendance à s'inquiéter pour sa santé. Monsieur Ashworth, votre mère a été infirmière aux urgences pendant 28 ans. Elle a plus de formation médicale que la plupart des gens pour distinguer l'anxiété des symptômes cardiaques. Avez-vous pris cela en considération lorsque vous avez rejeté ces inquiétudes? Elle était infirmière? Vous ne saviez pas que votre mère était infirmière depuis près de 3 décennies? Je veux dire, oui, je savais qu'elle travaillait dans le domaine de la santé, mais je n'ai pas réalisé. Je pensais qu'elle travaillait dans l'administration ou quelque chose comme ça. Colin m'a regardé avec une expression d'incrédulité. Monsieur Ashworth, je vais vous donner les informations de la chambre de votre mère. Je vous suggère, à vous et à votre sœur, de venir ici immédiatement pour discuter de son plan de convalescence et de l'approche de votre famille pour fournir un soutien approprié pendant sa rééducation. Bien sûr, oui, nous serons là dès que possible. Colin a mis fin à l'appel et s'est tourné vers moi avec un mélange de colère et de tristesse. Tori, ton fils ne savait même pas que tu étais infirmière. Il pensait que tu travaillais dans l'administration de la santé. Ils n'ont jamais montré beaucoup d'intérêt pour mon parcours professionnel. Comment est-ce possible? Tu as consacré ta carrière à sauver la vie des gens. Et tes propres enfants ne connaissent pas les faits de base de ton histoire professionnelle. Ils savent que j'ai travaillé dans le domaine de la santé. Les détails spécifiques ne leur ont jamais semblé importants. Tout ce qui concerne ta vie devrait être important pour eux. Le téléphone de Colin a sonné presque immédiatement. Ethan rappelant. Dr Matthews, je viens de parler à ma sœur Bella, et elle quitte le travail maintenant aussi. Nous devrions tous les deux être à l'hôpital d'ici 30 minutes. Bien. Je serai là quand vous arriverez. Dr Matthews, puis-je demander à quel point l'état de maman est grave? Je veux dire, à long terme. Cela dépend de manière significative de plusieurs facteurs, notamment de son respect de la rééducation cardiaque, des modifications de son mode de vie et de la qualité du soutien familial qu'elle reçoit pendant sa convalescence. Quel genre de soutien familial? Soutien émotionnel, assistance pratique, visites régulières, aide pour les rendez-vous médicaux et la gestion des médicaments, modification des conditions de vie si nécessaire. Modification des conditions de vie? Votre mère vit seule, n'est-ce pas? Oui. Les patients cardiaques qui vivent seuls ont des taux de complications et de réadmission significativement plus élevés. Elle pourrait avoir besoin de quelqu'un qui reste avec elle pendant la période de convalescence initiale. Oh, Nous n'y avions pas pensé. M. Ashworth, à quoi avez-vous pensé, vous et votre sœur, lorsque vous avez appris que votre mère faisait une crise cardiaque? Nous avons pensé à nous rendre à l'hôpital le plus rapidement possible. À quoi avez-vous pensé pendant les 10 heures qui ont précédé mon appel? Silence. Monsieur Ashworth? Nous ne savions pas qu'elle subissait une opération. Nous pensions qu'elle était probablement traitée pour de l'anxiété ou un reflux acide et qu'elle serait à la maison le matin. Donc, aucun de vous deux n'a appelé l'hôpital pour vérifier son état. Non, Nous avons supposé qu'elle nous appellerait quand elle serait prête à rentrer à la maison. Vous avez supposé que votre mère vous appellerait pour la ramener de l'hôpital après avoir refusé de l'Y conduire pendant son urgence. Dr Matthews, nous réalisons maintenant que nous avons pris de terribles décisions. Nous voulons réparer ça. Je l'espère, Monsieur Ashworth. Je vous verrai dans 30 minutes. Alors que Colin terminait le deuxième appel, je pouvais le voir lutter pour contenir ses émotions à propos des enfants qu'il rencontrait dans les pires circonstances possibles. Tori, comment avons-nous élevé des enfants qui pourraient être si insensibles envers leur mère? Nous ne les avons pas élevés, Colin. Je les ai élevés seuls, et apparemment, je n'ai pas fait un très bon travail. Ce n'est pas ta faute. N'est-ce pas? Peut-être que s'ils avaient eu un père, ils auraient appris de meilleures valeurs sur la responsabilité familiale. Ou peut-être qu'ils ont juste besoin qu'on leur rappelle que leur mère est une personne qui mérite l'amour et le respect, indépendamment de leurs priorités professionnelles. Certaines réunions de famille se déroulent lors d'occasions heureuses comme des remises de diplômes ou des mariages. Notre réunion de famille se déroulait dans une unité de soins intensifs cardiaques où 2 adultes brillants étaient sur le point de rencontrer le père qu'ils n'avaient jamais connu tout en affrontant leur échec à soutenir la mère qui avait tout sacrifié pour eux. Et Colin Matthews était sur le point de rencontrer les enfants dont il avait rêvé pendant 36 ans dans des circonstances qui les révélaient être exactement le genre de personne qu'il avait passé sa carrière médicale à essayer de ne pas devenir. Ethan et Isabella sont arrivés à l'hôpital 28 minutes plus tard,
et je pouvais entendre leur voix dans le couloir devant ma chambre de soins intensifs avant qu'ils n'entrent. Des tons vifs et anxieux, mêlés à ce qui ressemblait à des disputes de frères et sœurs sur la culpabilité et la responsabilité. « C'est de ta faute, Ethan, disait Bella alors qu'ils approchaient de ma porte. Tu es l'aîné. Tu aurais dû insister pour que nous la prenions au sérieux. Ma faute? Tu lui as dit d'essayer des antiacides et tu as blâmé sa nourriture thaïlandaise. Ne me mets pas tout ça sur le dos. Vous devez tous les deux arrêter de vous disputer sur la culpabilité et vous concentrer sur le soutien à votre mère. La voix de Colin a traversé leur chamaillerie avec l'autorité de quelqu'un habitué à gérer des situations de crise. Ils sont entrés dans ma chambre, ressemblant à des professionnels raffinés soudainement plongés dans une situation émotionnelle pour laquelle ils n'étaient pas préparés. Ethan portait son costume anthracite coûteux de sa présentation du matin, tandis que Bella s'était clairement précipitée du travail dans sa robe de créateur et ses talons, ses cheveux habituellement parfaits légèrement décoiffés par le stress. « Maman !» La voix de Bella s'est brisée quand elle m'a vu connecté à des moniteurs et à des lignes intraveineuses. « Oh mon Dieu, maman, nous sommes si désolés. » Ethan est resté figé au pied de mon lit, le visage pâle en réalisant à quel point il avait failli perdre sa mère pendant qu'il livrait sa présentation client. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé doucement, sa confiance habituelle remplacée par une culpabilité et une incertitude évidente. Comme si on m'avait rappelé que je suis mortel, ai-je répondu, étudiant leur visage et notant à quel point ils avaient l'air jeunes malgré le fait d'être des adultes brillants de 36 ans. Et comme si j'avais appris des choses intéressantes sur les priorités de ma famille. « Maman, nous nous sentons très mal de ne pas t'avoir amené à l'hôpital, a dit Bella, s'approchant de mon lit et prenant ma main. Nous pensions honnêtement que tu avais des symptômes d'anxiété. Sur la base de quelles preuves? Tu semblais stressé ces derniers temps, et tu as déjà mentionné que tu t'inquiétais pour ta santé. Quand ai-je mentionné que je m'inquiétais pour ma santé? Bella et Ethan ont échangé des regards, apparemment incapables de citer des cas spécifiques où leur mère exprimait des inquiétudes hypocondriaques. Nous avons juste supposé, a commencé Ethan. Vous avez mal supposé, a interrompu Colin, sa voix portant une pointe de colère qui a fait que mes deux enfants l'ont regardé avec surprise. Votre mère est une infirmière diplômée des urgences avec 28 ans d'expérience. Elle connaît la différence entre l'anxiété et les symptômes cardiaques. Dr Matthews, a dit Bella prudemment, nous apprécions vos soins médicaux pour notre mère, mais nous essayons d'avoir une conversation familiale. C'est une conversation familiale, mademoiselle Ashworth. Je suis préoccupé par le niveau de soutien que votre mère recevra pendant sa convalescence, sur la base de ce que j'ai observé de la dynamique de votre famille. Qu'avez-vous observé exactement? A demandé Ethan, son ton défensif suggérant qu'il n'appréciait pas d'être critiqué par un étranger. J'ai observé qu'aucun de vous ne savait que votre mère était infirmière aux urgences depuis près de 3 décennies. J'ai observé que vous lui avez dit de prendre un service de VTC pour aller à l'hôpital pendant ce qu'elle a clairement décrit comme des symptômes cardiaques. J'ai observé qu'aucun de vous n'a appelé pour vérifier son état pendant les 10 heures qu'elle a passées en chirurgie et en convalescence. Nous ne savions pas qu'elle était en chirurgie, a protesté Bella. Parce qu'aucun de vous n'a appelé l'hôpital pour s'enquérir de son état après avoir refusé de l'amener ici. Dr Matthews, a dit Ethan, sa voix s'élevant d'irritation. Je comprends que vous soyez préoccupé par le bien-être de maman, mais vous ne connaissez pas assez bien notre situation familiale pour porter des jugements sur nos relations. Vraiment? Quelque chose dans le ton de Colin a fait que mes deux enfants ont cessé de se disputer et l'ont regardé plus attentivement. Qu'est-ce que ça veut dire? A demandé Bella. Ça veut dire que j'observe la dynamique de votre famille depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Je pouvais voir Colin lutter avec sa promesse d'attendre avant de révéler son identité, mais la colère qu'il ressentait à propos du comportement de mes enfants submergeait clairement sa patience. Dr Matthews, ai-je dit prudemment, peut-être devrions-nous nous concentrer sur mon plan de rétablissement médical plutôt que d'analyser les relations familiales. Devrions-nous, Tori? A-t-il répondu, utilisant mon nom avec une familiarité qui a fait que Ethan et Bella se sont regardés avec confusion. Devrions-nous nous concentrer sur le traitement médical tout en ignorant les facteurs émotionnels qui ont un impact significatif sur les résultats de la convalescence cardiaque? Tori? A répété Ethan. Dr Matthews, comment connaissez-vous notre mère assez bien pour utiliser son surnom? Colin m'a regardé en silence, me demandant la permission de révéler ce qu'il retenait depuis quelques heures. J'ai hoché lentement la tête, réalisant que la vérité allait sortir, que je le veuille ou non. Je connais votre mère parce que je la connais depuis 37 ans, a dit Colin doucement.
Depuis que nous avions tous les deux 16 ans. 16 ans? La voix de Bella n'était qu'un murmure. Votre mère et moi étions proches quand nous étions adolescents. Très proches. J'ai regardé les visages de mes enfants alors qu'ils commençaient à digérer les implications de ce qu'ils entendaient. À quel point proches? A demandé Ethan, bien que son expression suggère qu'il commençait déjà à comprendre. Assez proche pour que lorsque je suis parti pour l'école de médecine au Royaume-Uni, je n'avais aucune idée qu'elle était enceinte de jumeaux. Le silence dans la pièce était assourdissant. Bella s'est affalée sur la chaise à côté de mon lit, le visage complètement blanc, tandis qu'Ethan s'agrippait à la barre de pied de mon lit d'hôpital si fort que ses jointures sont devenues pâles. Enceinte de jumeaux, a répété Bella lentement. Oui. Il y a 36 ans. Oui. Vous dites que vous êtes notre père. La voix d'Ethan était à peine audible. Je dis que je suis le garçon qui a aimé votre mère désespérément et qui a été forcé par mes parents de choisir entre elle et mes études de médecine. J'ai choisi l'école de médecine, ne sachant pas que cette décision signifiait abandonner 2 enfants dont je ne connaissais pas l'existence. Vous ne saviez pas que maman était enceinte? A murmuré Bella. Je ne savais pas. Mes parents m'ont convaincu que votre mère avait tourné la page et ne voulait pas de contact avec moi. Quand je suis revenu de l'école de médecine, elle avait complètement disparu. Elle nous a emmenés en Californie quand nous avions 2 ans, a dit Ethan comme s'il se parlait à lui-même. C'est pourquoi je n'ai jamais pu vous trouver. J'ai regardé mes enfants lutter pour absorber des informations qui réécrivaient leur compréhension de l'histoire de leur famille, de leur père absent et de la mère qu'ils venaient d'abandonner pendant une crise médicale. Alors vous êtes notre père, a dit Bella. Et vous venez de sauver la vie de notre mère pendant que nous lui disions de prendre un Uber pour l'hôpital. C'est exact. Et vous nous cherchez depuis 36 ans. Chaque jour. Ethan m'a regardé avec une expression de dévastation qui englobait à la fois la culpabilité de son comportement récent et le choc de l'identité de son père. Maman, pourquoi ne nous as-tu jamais dit qu'il nous cherchait? Parce que je ne savais pas qu'il nous cherchait. Je pensais qu'il avait fait son choix et qu'il avait refait sa vie. Je n'ai jamais refait ma vie, a dit Colin doucement. J'ai passé 36 ans à me demander ce qu'il était advenu des enfants que j'avais perdus et de la femme que j'aimais. La femme que tu aimais, a demandé Bella en regardant entre Colin et moi. Que j'aime toujours, a corrigé Colin. Dont je me demande des nouvelles tous les jours. Dont je regrette le départ plus que toute autre décision que j'ai jamais prise. Alors que se passe-t-il maintenant? A demandé Ethan, la voix tremblante. Nous venons d'apprendre que notre père existe, qu'il nous cherche depuis toute notre vie, et qu'il a sauvé la vie de maman pendant que vous donniez la priorité à des réunions de travail plutôt qu'à des urgences familiales, ai-je terminé doucement. Comment pouvons-nous réparer ça? A demandé Bella, les larmes coulant sur son visage. Comment pouvons-nous compenser le fait d'avoir été de si terribles enfants alors que notre père semble être exactement le genre de personne que nous aurions dû apprendre à être? Certaines révélations familiales rassemblent les gens par une joie et une excitation partagées. Notre révélation familiale forçait mes enfants à affronter leurs échecs en tant qu'êtres humains tout en rencontrant le père dont l'absence ne leur avait apparemment rien appris sur la valeur de se présenter quand les gens ont besoin de vous. Et Colin Matthews découvrait que les enfants dont il avait rêvé pendant 36 ans s'étaient avérés être exactement le genre de personnes qui abandonnaient leur mère pendant des urgences médicales. La question maintenant était de savoir si l'un de nous pouvait trouver un moyen de construire des relations authentiques à partir d'une telle base de déception mutuelle et d'opportunités manquées. Le silence dans ma chambre de soins intensifs s'est étiré pendant plusieurs minutes alors que mes enfants digéraient l'énormité de ce qu'ils venaient d'apprendre, tandis que Colin étudiait les visages du fils et de la fille qu'ils voyaient pour la première fois de leur vie. Tu as mes yeux, a-t-il dit finalement en regardant Ethan. Et tu as le menton têtu de ta mère, a-t-il ajouté en se tournant vers Bella. Je n'arrive pas à croire que vous êtes réel, a murmuré Bella en essuyant les larmes de ses joues. On inventait des histoires sur toi quand on était petit. On t'imaginait pilote, soldat ou explorateur qui parcourait le monde. Tu pensais à nous tous les jours, a dit Ethan doucement. On se demandait si tu savais qu'on existait, si tu pensais parfois à nous, si tu voudrais nous rencontrer si tu le pouvais. J'ai pensé à vous tous les jours, a répondu Colin, la voix épaisse d'émotion. J'imaginais à quoi vous ressembliez, à quoi ressemblaient vos voix, ce qui vous intéressait, si vous étiez heureux. Oh, nous n'étions pas toujours heureux, a admis Bella. C'était difficile de grandir sans père, surtout quand les autres enfants posaient des questions sur pourquoi nous n'en avions pas, que leur disiez-vous?
Que notre père était parti et ne pouvait pas être avec nous, ai-je répondu pour eux. Je n'ai jamais voulu qu'ils se sentent abandonnés ou non désirés, alors je leur ai dit que leur père les aimait mais ne pouvait pas faire partie de leur vie. Y croyais-tu, m'a demandé Colin. Je voulais y croire. C'était plus facile que d'expliquer que leur père avait choisi sa carrière plutôt que sa famille. Je n'ai pas choisi ma carrière plutôt que notre famille, Tori. Je ne savais pas que nous étions une famille. Mais tu as choisi ta carrière plutôt que moi. J'ai choisi ce que je pensais être un avenir qui me permettrait finalement de subvenir à tes besoins correctement. Et quand tu as fini l'école de médecine, quand tu as eu cet avenir pour lequel tu avais travaillé. Le visage de Colin s'est affaissé alors qu'il réalisait la faille dans sa planification à long terme. Quand j'ai fini l'école de médecine, je n'ai pas pu te trouver. Tu avais déménagé à l'autre bout du pays sans laisser d'adresse. Parce que j'avais passé 4 ans à élever des jumeaux seuls pendant que tu étudiais à l'étranger et que j'avais perdu l'espoir que tu reviennes un jour. J'ai regardé mes enfants suivre cette conversation comme des spectateurs à un match de tennis, essayant de comprendre la dynamique complexe entre leurs parents tout en digérant leur propre culpabilité à propos des événements des 12 dernières heures. Maman, a interrompu Ethan, pouvons-nous parler de ce qui s'est passé ce matin? Du fait que nous ne t'avons pas amené à l'hôpital? Qu'y a-t-il à dire? Nous voulons comprendre pourquoi nous avons réagi comme nous l'avons fait. Vous avez réagi comme vous l'avez fait parce que vous avez appris à donner la priorité à vos obligations professionnelles plutôt qu'aux relations familiales. Mais nous t'aimons, a protesté Bella. Vraiment? Ou aimez-vous l'idée d'avoir une mère qui n'interfère pas avec vos vies bien remplies? Ce n'est pas juste. Vraiment? Quand l'un de vous m'a-t-il appelé pour la dernière fois juste pour parler? Pas parce que vous aviez besoin de quelque chose ou que vous vous sentiez obligé de prendre des nouvelles. Bella et Ethan ont échangé des regards, apparemment incapables de répondre à ma question. Quand l'un de vous m'a-t-il invité pour la dernière fois à dîner dans vos appartements ou suggéré que nous passions du temps ensemble à faire quelque chose que vous aimez? Nous t'avons invité pour le dîner de Noël, a dit Ethan sur la défensive. Vous m'avez invité à apporter des plats d'accompagnement pour le dîner de Noël à l'appartement de Bella, où j'ai passé 4 heures à cuisiner et à nettoyer pendant que vous travailliez tous les deux sur vos téléphones et vous plaignez de devoir prendre des congés pour les fêtes. Nous ne nous sommes pas plaints. Vous avez passé tout le repas à discuter de délais et de réunions clients au lieu d'avoir des conversations sur la famille, les relations ou quoi que ce soit de significatif. Nous sommes désolés, a dit Bella doucement. Nous n'avions pas réalisé que nous te faisions sentir sans importance. Vous ne me faisiez pas sentir sans importance. Vous me traitiez comme si je n'avais pas d'importance. Colin avait écouté cet échange avec une colère et une tristesse croissantes. Depuis combien de temps ça dure? M'a-t-il demandé. Depuis combien de temps ça dure? Depuis combien de temps te traitent-ils comme une obligation plutôt que comme leur mère? Depuis qu'ils ont réussi financièrement et ont décidé que les relations familiales étaient des distractions gênantes pour leurs objectifs de carrière. Ce n'est pas vrai, a protesté Ethan. Vraiment? Quand m'as-tu appelé pour la dernière fois parce que ça te manquait de me parler? Pas parce que tu te sentais coupable de ne pas appeler. Je ne comprends pas la différence. La différence, c'est la motivation. M'appelles-tu parce que tu aimes nos conversations? Ou m'appelles-tu parce que tu penses que de bons enfants sont censés maintenir un contact régulier avec leur mère? Je ne suis pas sûr. C'est ça le problème, Ethan. Tu n'es pas sûr de vouloir vraiment une relation avec moi ou si tu penses simplement que tu devrais en avoir une. Colin s'est levé de sa chaise et s'est dirigé vers la fenêtre, luttant apparemment pour contrôler ses émotions. Tori, j'ai passé 36 ans à rêver de la famille que j'avais manquée. J'ai imaginé des vacances ensemble, des conversations sur leur réussite, partager leurs étapes et leurs déceptions. Et que penses-tu maintenant que tu les as rencontrés? Je pense que j'ai manqué tout leur développement émotionnel. Et qu'ils ont appris à considérer les relations comme secondaires au succès professionnel. Et, a dit Bella, la voix s'élevant de douleur. Ce n'est pas tout à fait juste. Nous sommes des gens qui réussissent avec des carrières exigeantes. Ta mère aussi, a répondu Colin sèchement. Elle a passé 28 ans à sauver la vie d'autres personnes tout en vous élevant seul. Et vous ne saviez même pas quel était son travail. Nous savions qu'elle travaillait dans le domaine de la santé. Vous saviez qu'elle travaillait dans le domaine de la santé de la même manière que vous pourriez connaître le travail d'une simple connaissance. Vous n'avez jamais posé de questions sur ses expériences quotidiennes, ses défis, ses réussites ou ses sentiments à propos de son travail.
Parce qu'elle ne parlait jamais du travail quand elle rentrait à la maison, a dit Ethan. Lui avez-vous déjà posé des questions sur le travail quand elle rentrait à la maison? Silence. Lui avez-vous déjà posé des questions sur quoi que ce soit quand elle rentrait à la maison? Ou étiez-vous trop occupé par vos devoirs, vos amis et vos propres activités? Nous étions des enfants. Vous êtes adulte depuis 18 ans. Quelle est votre excuse pour les 18 dernières années? Je pouvais voir mes enfants lutter avec des questions qu'ils n'avaient apparemment jamais considérées sur leur relation avec moi et leur approche générale des liens familiaux. Dr Matthews, a dit Bella prudemment, qu'espérez-vous de nous? Quel genre de relation voulez-vous avoir? Je veux vous connaître. Je veux comprendre qui vous êtes devenu, ce qui vous importe, ce qui vous apporte de la joie et ce qui vous inquiète. Et pour maman? Quel genre de relation voulez-vous avec elle? Colin m'a regardé avec une expression qui était à la fois amour, regret et espoir. Je veux la relation que votre mère est prête à me donner. Si elle me laisse faire partie de sa vie en tant qu'amie qui l'aide dans sa convalescence, je serai reconnaissant. Si elle est prête à explorer si nous pouvons reconstruire quelque chose de romantique après 36 ans de séparation, je serai honoré. Et si elle ne veut rien de tout ça, alors je respecterai sa décision et je me concentrerai sur le fait d'essayer d'être le père que j'aurais dû être pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? A demandé Ethan. Ça veut dire apprendre à donner la priorité aux relations plutôt qu'à l'avancement professionnel. Ça veut dire être présent quand les gens ont besoin de moi, même quand c'est gênant. Ça veut dire comprendre que l'amour exige la présence, pas seulement de bonnes intentions. Certaines rencontres père-enfant impliquent des intérêts communs, des personnalités similaires et une connexion immédiate. Notre rencontre père-enfant impliquait un cardiologue sermonnant ses enfants adultes nouvellement découverts sur les valeurs familiales pendant que leur mère se remettait d'une crise cardiaque qu'ils avaient ignorée à cause de réunions de travail. Et nous commencions tous à comprendre que construire des relations authentiques exigerait d'affronter 36 ans d'opportunités manquées et de très récents échecs de caractère qui ne pouvaient pas être réparés avec de simples excuses. Au cours des 3 jours suivants, ma chambre d'hôpital est devenue un improbable quartier général familial où 36 ans de séparation et plusieurs décennies de dysfonctionnement émotionnel ont été lentement et douloureusement abordés. Colin avait organisé son emploi du temps pour passer un maximum de temps à superviser ma convalescence, tandis qu'Ethan et Bella avaient tous deux pris des congés, ce qui semblait les choquer plus que moi. Je n'ai jamais pris de jour de congé personnel pour une situation familiale, a admis Bella mercredi après-midi alors qu'elle m'aidait à déjeuner. J'ai toujours pensé que les urgences familiales étaient quelque chose qui arrivait à d'autres personnes ayant une vie moins organisée. Et maintenant? Maintenant je réalise que j'ai été incroyablement naïf sur ce qui compte vraiment. Ethan était assis sur la chaise près de ma fenêtre, lisant des imprimés d'informations sur la réadaptation cardiaque avec la même intensité qu'il réservait habituellement aux dossiers juridiques. Maman, savais-tu que le soutien familial est l'un des plus forts prédicteurs de succès de la convalescence après une chirurgie cardiaque? J'ai été infirmière aux urgences pendant 28 ans, mon chéri. Je suis familière avec les statistiques de convalescence. Mais tu ne nous as pas dit que notre soutien aurait un impact sur tes résultats médicaux. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si je l'avais fait? Il est resté silencieux pendant un long moment avant de répondre. Honnêtement, probablement pas. J'aurais supposé que tu étais dramatique à propos du besoin d'aide. Pourquoi aurais-tu supposé ça? Parce que je me suis habitué à te considérer comme quelqu'un qui se débrouille bien toute seule et qui n'a pas vraiment besoin de nous pour quoi que ce soit d'important. L'honnêteté de son aveu était à la fois déchirante et encourageante. Ethan, je me suis débrouillé bien toute seule parce que j'ai appris à ne pas attendre d'aide, pas parce que je ne voulais pas ou n'avais pas besoin de soutien familial. Que veux-tu dire? Je veux dire que j'ai arrêté de demander des choses parce que j'en avais assez d'être déçu quand vous étiez trop occupé pour les fournir. Bella a levé les yeux du magazine qu'elle faisait semblant de lire. Quand as-tu arrêté de demander des choses? Progressivement, sur plusieurs années. D'abord, j'ai arrêté de demander de l'aide pour des projets ménagers parce que vous aviez toujours des conflits de travail. Ensuite, j'ai arrêté de suggérer des activités familiales parce que vous n'aviez jamais le temps. Finalement, j'ai arrêté de partager des problèmes ou des inquiétudes parce que vous sembliez agacé par tout ce qui n'était pas une bonne nouvelle. Nous semblions agacés? Vous écoutiez poliment puis offriez des solutions rapides qui ne nécessitaient aucune implication de votre part, comme suggérer que j'engage des professionnels ou que je rejoigne des groupes communautaires. Parce que nous voulions t'aider à résoudre les problèmes efficacement, a dit Ethan sur la défensive.
Vous vouliez résoudre les problèmes rapidement pour pouvoir retourner à vos propres activités sans vous sentir coupable de ne pas aider personnellement. Mes enfants ont échangé des regards qui suggéraient qu'ils reconnaissaient des schémas dans leur comportement qu'ils n'avaient jamais consciemment reconnus. Maman, qu'est-ce qui aurait été différent si nous avions été plus disponibles, a demandé Bella. J'aurais eu des gens à qui parler quand je m'inquiétais pour ma santé. J'aurais eu de l'aide pour l'entretien de la maison afin que de petits problèmes ne deviennent pas des urgences coûteuses. J'aurais eu des membres de la famille qui en savaient assez sur ma vie quotidienne pour reconnaître quand quelque chose n'allait vraiment pas, comme hier matin quand tu as appelé pour une douleur à la poitrine. Si vous aviez été plus impliqué dans ma vie, vous auriez su que je n'appelle pas pour des problèmes médicaux à moins qu'ils ne soient légitimes. Vous auriez su qu'en tant qu'ancienne infirmière des urgences, je peux distinguer l'anxiété des symptômes cardiaques. Colin est entré dans ma chambre, apportant du café pour tout le monde et des mises à jour médicales sur les progrès de ma convalescence. Comment allons-nous aujourd'hui? A-t-il demandé en s'installant dans sa chaise habituelle à côté de mon lit. Nous avons des conversations en retard sur la dynamique familiale, ai-je répondu. De bonnes conversations ou des conversations difficiles? Les deux. Colin a distribué le café tout en observant l'humeur sobre dans la pièce. Ethan, Bella, comment digérez-vous tout ce qui s'est passé cette semaine? C'est accablant, a dit Bella honnêtement. Apprendre que tu existes, réaliser à quel point nous avons mal géré l'urgence de maman, comprendre à quel point nous sommes devenus déconnectés en tant que famille. C'est beaucoup à absorber. Quelle a été la partie la plus difficile? Reconnaître que nous sommes devenus le genre de personnes qui abandonnent notre mère pendant une crise médicale, a dit Ethan doucement. Et réaliser que nous sommes devenus ces personnes progressivement, à travers des milliers de petites décisions de donner la priorité à tout le reste plutôt qu'aux relations familiales. Quelle a été la partie la plus surprenante? Apprendre que tu nous cherchais depuis toute notre vie, a répondu Bella. Nous avons toujours supposé que notre père avait tourné la page et nous avait oubliés. Pas un seul jour. Que auriez-vous voulu que nos enfants se ressemblent si vous aviez été là, a demandé Ethan. Colin a réfléchi attentivement à la question avant de répondre. J'aurais voulu être présent pour vos réussites et vos déceptions. J'aurais voulu aider aux devoirs, assister aux événements scolaires, vous apprendre des choses que je savais, apprendre des choses qui vous intéressaient. Quel genre de choses nous auriez-vous apprises? Des connaissances médicales, évidemment, mais aussi comment donner la priorité aux relations plutôt qu'au succès professionnel. Comment être là pour les gens quand ils ont besoin de vous. Comment reconnaître que l'amour exige la présence plutôt que de simples bonnes intentions. Ce sont exactement les leçons que nous n'avons pas apprises, a observé Bella tristement. Vous pouvez encore les apprendre. Avoir 36 ans ne signifie pas que vous ne pouvez pas changer votre approche des relations. Comment changer des schémas que nous suivons depuis des décennies? En faisant des choix différents à partir de maintenant. En traitant votre mère comme quelqu'un dont le bien-être compte plus que vos délais de travail. En vous présentant quand elle a besoin de vous au lieu de suggérer des solutions qui ne nécessitent pas votre implication personnelle. Et notre relation avec vous? A demandé Ethan. Comment construisons-nous une relation père-fils à 36 ans? Lentement et honnêtement. Je veux savoir qui vous êtes maintenant, pas qui j'imaginais que vous pourriez être. Je veux comprendre vos intérêts, vos valeurs, vos préoccupations pour l'avenir. Et si vous n'aimez pas qui nous sommes maintenant? Et si vous n'aimez pas qui je suis maintenant? Êtes-vous inquiet à ce sujet? Je suis terrifié à ce sujet. J'ai passé 36 ans à idéaliser les enfants que j'avais perdus. La réalité est probablement plus compliquée que mes fantasmes. Quels étaient vos fantasmes? Que vous seriez des gens gentils et compatissants qui comprendraient l'importance des relations familiales et de traiter les autres avec dignité et respect. Bella a tressailli à la critique implicite. Et quelle est la réalité? La réalité est que vous êtes des professionnels brillants qui ont appris à compartimenter les émotions et à donner la priorité à l'efficacité plutôt qu'à l'empathie. Mais vous êtes aussi des gens capables de reconnaître vos erreurs et de vouloir changer. Est-ce suffisant pour construire des relations? C'est une meilleure base que beaucoup de familles n'ont. J'ai écouté Colin et mes enfants naviguer dans ces conversations avec un mélange d'espoir et d'appréhension. La compréhension intellectuelle de nos problèmes était encourageante, mais la compréhension intellectuelle ne se traduisait pas nécessairement par un changement de comportement. Colin, ai-je dit, que se passe-t-il quand je serai sorti de l'hôpital? Comment testons-nous si ces aperçus se traduisent par des choix différents dans la vie réelle? Que veux-tu dire?
Je veux dire qu'il est facile d'être attentif et attentionné quand quelqu'un est aux soins intensifs après une crise cardiaque. Le vrai test est de savoir si cette attention continue quand je suis à la maison, en bonne santé et pas en crise. À quoi ressemblerait une attention continue, a demandé Bella. Une communication régulière qui n'est pas motivée par la culpabilité ou l'obligation. Des invitations à passer du temps ensemble parce que vous appréciez ma compagnie. Des offres d'aide pour des questions pratiques parce que vous vous souciez de mon bien-être, pas parce que vous pensez que de bons enfants sont censés fournir une assistance. Comment saurons-nous si nos motivations sont sincères ou simplement basées sur la culpabilité? Le temps nous le dira. L'attention basée sur la culpabilité a tendance à s'estomper à mesure que la crise qui l'a provoquée devient un souvenir. Les soins sincères ont tendance à s'approfondir à mesure que les relations deviennent plus authentiques. Certaines familles utilisent les crises médicales comme des réveils qui renforcent leurs liens de façon permanente. D'autres familles connaissent une amélioration temporaire basée sur la culpabilité qui revient progressivement au schéma précédent une fois la crise passée. Nous étions sur le point de découvrir quel genre de famille nous étions capables de devenir et si 36 ans d'opportunités manquées pouvaient être transformés en relations authentiques basées sur la présence, le respect et l'amour authentique plutôt que sur l'obligation et la commodité. Le vrai test commencerait quand je quitterais l'hôpital et retournerais à une vie normale avec des enfants qui promettaient d'être différents et un père nouvellement redécouvert qui voulait construire quelque chose de réel à partir de décennies de regrets et de temps perdus. 3 semaines après ma sortie de l'hôpital, j'étais assise dans mon salon à regarder Colin apprendre à Ethan comment remplacer le robinet cassé de ma cuisine, tandis que Bella organisait mes médicaments selon le programme de rétablissement cardiaque que nous avions élaboré ensemble. Cette scène aurait été inimaginable un mois auparavant, mais c'était devenu notre nouvelle routine du samedi après-midi. « Papa, je pense que tu sers trop fort », a dit Ethan, utilisant le mot « papa », avec un confort croissant après 3 semaines d'expérimentation timide sur la façon d'appeler son père nouvellement découvert. « Tu as raison. Je sers toujours trop les raccords de plomberie. Ta mère se moquait de moi à ce sujet quand nous étions adolescents. Maman se moquait de toi pour la plomberie ? Nous avons aidé à rénover la cuisine de sa mère l'été avant que je parte pour l'école de médecine. J'insistais sur le fait que je savais ce que je faisais, et elle a passé l'après-midi à souligner mes erreurs avec beaucoup d'amusement. Vous rénoviez la cuisine de grand-mère ensemble ? A demandé Bella depuis sa place à ma table de salle à manger, où elle créait un tableau détaillé de mon programme d'exercice, de mes besoins alimentaires et de mes rendez-vous de suivi. Nous passions la plupart de notre temps libre ensemble cet été-là, ai-je expliqué. Colin essayait de gagner de l'argent pour l'université en faisant des travaux manuels, et j'aidais parce que j'aimais passer du temps avec lui. Qu'avez-vous fait d'autre ensemble, a demandé Ethan, apparemment avide de détails sur la relation qu'il avait créée, mais qui avait disparu avant sa naissance. On parlait de tout, a répondu Colin. Votre mère lisait constamment et partageait des opinions sur des livres, l'actualité, la philosophie, des rêves d'avenir. Que voulait-elle faire quand elle serait grande, a demandé Bella. Infirmière. Elle faisait déjà du bénévolat à l'hôpital local et parlait de candidature en soins infirmiers. Et toi, que voulais-tu faire ? Médecin de campagne. Je voulais pratiquer la médecine familiale dans de petites villes où les médecins connaissaient personnellement leurs patients. Mais tu es devenu cardiologue dans un grand hôpital. Parce que mes parents m'ont convaincu que la spécialisation en médecine urbaine était plus prestigieuse et financièrement plus gratifiante que la pratique familiale dans les communautés rurales. Regrettes-tu ce choix ? Colin a fait une pause dans la réparation de son robinet et m'a regardé avec une expression qui suggérait qu'il réfléchissait à cette question depuis des décennies. Je regrette presque toutes les grandes décisions que j'ai prises entre 18 et 30 ans. J'ai choisi le prestige plutôt que les relations, la sécurité financière plutôt que l'épanouissement personnel, et l'avancement professionnel plutôt que les liens familiaux. Mais si tu étais devenu médecin de campagne, tu n'aurais peut-être jamais été disponible pour opérer maman, a souligné Ethan. C'est vrai. Mais si j'étais resté avec votre mère, elle n'aurait peut-être jamais eu besoin d'une chirurgie cardiaque d'urgence parce qu'elle aurait eu un meilleur soutien familial tout au long de sa vie. L'observation a créé un moment de réflexion inconfortable sur la façon dont l'absence émotionnelle de mes enfants aurait pu contribuer aux problèmes de santé liés au stress qui avait culminé avec ma crise cardiaque. Tu dis que notre comportement a contribué à l'événement cardiaque de maman, a demandé Bella prudemment. Je dis que le stress chronique, l'isolement social et la négligence émotionnelle sont des facteurs de risque importants pour les maladies cardiaques, en particulier chez les femmes âgées. Négligence émotionnelle ?
Les enfants qui traitent leurs parents âgés comme des obligations plutôt que comme des relations créent des conditions de stress émotionnel chronique qui ont des impacts physiologiques mesurables. Je pouvais voir mes enfants digérer cette information avec un malaise visible alors qu'ils réalisaient que leur traitement envers moi aurait pu littéralement contribuer à mon expérience de mort imminente. Nous n'avions pas l'intention de te négliger émotionnellement, a dit Ethan doucement. Je sais que vous n'aviez pas l'intention. Vous avez progressivement développé des schémas d'interaction qui ont donné la priorité à votre commodité plutôt qu'à mon bien-être émotionnel. Comment nous assurer que cela ne se reproduise plus ? En continuant à faire ce que vous avez fait ces 3 dernières semaines, en me traitant comme quelqu'un dont les pensées, les sentiments et les expériences comptent pour vous. Est-ce que ça marche ? A demandé Bella. As-tu l'impression que nous te traitons différemment ? Complètement différemment. Vous m'appelez parce que vous voulez savoir comment s'est passée ma journée, pas parce que vous pensez que vous devriez maintenir le contact. Vous me rendez visite parce que vous aimez passer du temps ici, pas parce que vous vous sentez coupable de ma situation de santé. Comment peux-tu faire la différence ? Parce que vous posez des questions sur mes opinions et mes expériences au lieu de simplement donner des nouvelles de vos propres vies. Vous proposez de l'aide pour des projets parce que vous remarquez que j'ai besoin d'aide, pas parce que je l'ai spécifiquement demandé. Et pour papa ? A demandé Ethan en jetant un coup d'œil à Colin. Comment vous et maman décidez-vous du genre de relation à avoir après 36 ans ? C'était la question que nous avions tous évitée pendant 3 semaines pendant que Colin et moi naviguions sur le territoire complexe entre l'amour passé, l'amitié présente et les possibilités futures. Nous y allons doucement, ai-je répondu. Votre père et moi sommes des personnes très différentes de ce que nous étions à 16 ans, et nous avons besoin de temps pour comprendre qui nous sommes devenus. Mais tu es attiré par qui il est maintenant, a insisté Bella avec la franchise qui caractérisait sa personnalité depuis l'enfance. Je suis attiré par son intégrité, son engagement à être présent pour les gens qui lui sont chers, et sa volonté de donner la priorité aux relations plutôt qu'à la commodité professionnelle. Ce sont les mêmes qualités qui t'attiraient chez lui quand vous étiez adolescent. Ce sont des qualités que je découvre qu'il a développées en tant qu'adulte. À 16 ans, il était charmant et intelligent, mais il n'avait pas encore appris à valoriser la présence plutôt que l'ambition. Et maintenant, il l'a appris. Il l'a démontré de manière constante pendant 3 semaines. Reste à voir si cela représente un développement de caractère durable ou un comportement temporaire motivé par la culpabilité et la nostalgie. Colin a levé les yeux du robinet de la cuisine avec un léger sourire. Votre mère est devenue à juste titre prudente quant à la confiance à accorder aux promesses de changement des gens après avoir été déçue par des membres de sa famille qui prétendaient donner la priorité à son bien-être. Tu parles de nous, a demandé Ethan. Je parle de quiconque promet d'être plus présent et solidaire sans démontrer un changement de comportement soutenu dans le temps. Combien de temps devons-nous démontrer un changement de comportement soutenu avant que vous ayez confiance que c'est authentique ? Il n'y a pas de calendrier pour reconstruire la confiance, ai-je dit. La confiance se développe progressivement grâce à la cohérence entre les intentions déclarées et le comportement réel. Et si nous avons des urgences professionnelles qui interfèrent avec les engagements familiaux ? Alors nous évaluerons vos réponses à ces urgences et déterminerons si vous avez réellement changé vos priorités ou simplement ajusté temporairement votre comportement. Cela semble être beaucoup de pression. Maintenir des relations authentiques nécessite un effort continu et un sacrifice occasionnel de la commodité pour la connexion. Si cela ressemble à de la pression, cela pourrait indiquer que changer votre approche fondamentale des relations familiales sera plus difficile que vous ne l'aviez prévu. Bella a fini d'organiser mes médicaments et s'est jointe à la conversation qui se déroulait entre la cuisine et le salon. Maman, qu'est-ce qui te convaincrait que nos changements sont permanents plutôt que temporaires ? Une cohérence soutenue sur des années plutôt que sur des semaines. La preuve que vous avez intériorisé des valeurs différentes sur ce qui compte le plus dans la vie. Et pour papa ? Qu'est-ce qui te convaincrait d'envisager de reconstruire une relation amoureuse avec lui ? J'ai regardé Colin, qui observait mon visage avec un espoir et une appréhension évidents. Une cohérence soutenue sur des années plutôt que sur des semaines. La preuve qu'il a intériorisé des valeurs différentes sur ce qui compte le plus dans la vie. Alors, nous sommes tous dans le même bateau, a observé Ethan, essayant de prouver que nous avons appris à donner la priorité aux relations plutôt qu'à tout le reste. Exactement. Certaines familles reconstruisent rapidement leurs relations par des gestes spectaculaires et des déclarations émotionnelles. Notre famille reconstruisait lentement ses relations par des choix quotidiens qui démontraient si nos valeurs déclarées correspondaient à nos priorités réelles lorsqu'elles étaient testées par les défis ordinaires du maintien d'une connexion constante dans le temps.
Et nous apprenions tous que l'amour authentique nécessitait un effort continu qui ne pouvait pas être soutenu par de simples bonnes intentions, mais devait être renouvelé par d'innombrables petites décisions de se présenter, de faire attention et de se traiter mutuellement comme des personnes dont le bien-être comptait plus que notre propre commodité. Le vrai test viendrait lorsque la nouveauté de notre famille réunie s'estomperait et que nous devrions maintenir ces nouveaux schémas sans la motivation de la crise, de la culpabilité ou de l'excitation de nous découvrir pour la première fois. 6 mois après ma crise cardiaque, je me tenais dans la cuisine de la maison que Colin et moi venions d'acheter ensemble, notre premier foyer commun en 37 ans. La décision d'emménager ensemble avait été progressive et mûrement réfléchie, basée sur une cohérence démontrée plutôt que sur une nostalgie romantique ou une commodité médicale. « Maman, cette cuisine est incroyable », a dit Bella alors qu'elle m'aidait à déballer des cartons de vaisselle qui représentaient la fusion de 2 vies distinctes en quelque chose de nouveau. L'îlot est parfait pour les dîners de famille. C'était l'idée. Ton père et moi voulions un espace pour que toute la famille puisse se réunir confortablement. Ça fait toujours bizarre de t'entendre l'appeler ton père. Si naturellement, a observé Ethan depuis sa position, assemblant des tabourets de bar à l'îlot de cuisine. Ça fait bizarre de le dire, ai-je admis, mais ça devient plus naturel à mesure que nous nous adaptons tous à ces nouvelles dynamiques relationnelles. Colin est entré du garage, portant les derniers cartons du camion de déménagement, l'air fatigué mais satisfait de nos progrès. C'est tout de ton ancienne maison, Tori. Comment te sens-tu de quitter l'endroit où tu as élevé les enfants? Prête. Cette maison contenait beaucoup de souvenirs, mais la plupart d'entre eux impliquaient de tout gérer seul. J'ai hâte de construire des souvenirs qui impliquent un partenariat et des liens familiaux. Quel a été le plus grand ajustement jusqu'à présent, a demandé Bella. Apprendre à prendre des décisions ensemble au lieu de le faire indépendamment, ai-je répondu. Pendant 36 ans, j'ai fait tous les choix concernant l'espace de vie, les finances et les routines quotidiennes par moi-même. Maintenant, j'ai quelqu'un qui veut être consulté et inclus dans ses décisions. Est-ce difficile ou confortable? Les deux. C'est confortable d'avoir quelqu'un qui se soucie de mes préférences et de mon bien-être. C'est difficile de me souvenir que je n'ai plus à tout gérer seul. Ethan a fini d'assembler son tabouret de bar et a testé sa stabilité avant de s'asseoir. Papa, quel a été le plus grand ajustement pour toi? Apprendre à équilibrer les priorités relationnelles avec les obligations professionnelles, a répondu Colin. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai fait de la pratique médicale ma priorité. Maintenant, j'ai des engagements familiaux qui m'obligent parfois à modifier mon emploi du temps ou à déléguer des responsabilités à d'autres médecins. Est-ce que ça a été difficile professionnellement? Occasionnellement, mais ça a aussi été professionnellement épanouissant d'une manière que je n'attendais pas. Avoir des relations personnelles qui comptent plus que l'avancement professionnel a en fait de moi un meilleur médecin parce que je suis plus empathique avec les situations familiales des patients. Comment ça? Quand les familles des patients ont du mal à équilibrer les obligations professionnelles avec le soutien médical, je comprends leurs conflits parce que j'ai appris à naviguer moi-même dans ces tensions. Bella a ouvert une boîte de photos de mariage de mon mariage avec leur père. Des photos que j'avais gardées mais que je regardais rarement pendant les décennies où l'absence de Colin les avait rendues trop douloureuses à exposer. Maman, devrions-nous mettre celles-ci quelque part dans la nouvelle maison? Si vous voulez les voir exposées. Elles font partie de notre histoire familiale maintenant au lieu d'être des rappels de ce que j'ai perdu. Qu'est-ce qui a changé? Avoir votre père présent dans nos vies a changé la signification de ces photographies, passant de preuves d'abandon à une documentation d'un amour de jeunesse qui a survécu à des décennies de séparation. Penses-tu que toi et papa seriez restés mariés s'ils n'étaient pas partis pour l'école de médecine? Impossible à savoir. Nous étions très jeunes et nous avons tous les deux beaucoup changé pendant les années où nous étions séparés. Mais vous êtes compatibles maintenant. Nous sommes compatibles maintenant parce que nous avons tous les deux appris à donner la priorité à l'entretien des relations plutôt qu'à la commodité personnelle. Colin s'est joint à notre conversation tout en arrangeant des livres sur les étagères que nous avions installés plus tôt cette semaine. Votre mère et moi travaillons bien ensemble parce que nous avons tous les deux expérimenté les conséquences du choix des obligations professionnelles plutôt que des liens familiaux. Quelles conséquences? J'ai manqué 36 ans avec les personnes que j'aimais le plus. Votre mère a passé 36 ans à gérer les responsabilités familiales sans le partenariat qu'elle méritait. Et maintenant vous voulez tous les deux faire les choses différemment. Nous comprenons tous les deux que les relations authentiques nécessitent une attention continue et un sacrifice occasionnel d'autres priorités. En parlant d'attention continue, a dit Ethan en vérifiant son téléphone. Je dois bientôt partir pour mon dîner,
Mais je voulais poser des questions sur les plans de Thanksgiving. Quoi, Thanksgiving? Je me demandais si nous pouvions l'organiser ici au lieu d'aller au restaurant comme nous l'avons fait ces dernières années. La suggestion m'a surprise car mes enfants préféraient les vacances au restaurant depuis qu'ils avaient réussi financièrement, affirmant que la cuisine maison était trop de travail et que le service au restaurant était plus pratique pour tout le monde. Tu veux dîner de Thanksgiving ici? Nous voulons avoir un vrai Thanksgiving en famille avec une cuisine maison, des plats traditionnels et du temps pour vraiment se parler au lieu de se dépêcher de manger dans un restaurant bondé. Qu'est-ce qui a motivé ce changement de préférence? Nous réalisons que tous nos souvenirs d'enfance préférés impliquent des réunions de famille à la maison, pas des repas au restaurant. Nous voulons créer ce genre de souvenirs pour nous-mêmes en tant qu'adultes. Bella a hoché la tête en signe d'accord. Et nous voulons participer à la cuisine et à la préparation au lieu de simplement nous présenter pour manger. Vous voulez participer à la cuisine? Nous voulons apprendre à organiser nous-mêmes des réunions de famille au lieu de toujours attendre que quelqu'un d'autre s'en occupe. Ce sont des changements importants dans votre approche des événements familiaux. Nous avons fait des changements importants dans notre approche des relations familiales en général, a dit Ethan. Ces 6 derniers mois nous ont appris que la connexion authentique nécessite un investissement personnel plutôt que de simple présence. Quel type d'investissement personnel? Du temps, des efforts, une attention aux besoins et aux préférences des autres, une volonté de donner la priorité aux occasions familiales plutôt qu'aux obligations professionnelles. Et ces changements semblent durables plutôt que temporaires. Ils semblent naturels maintenant au lieu d'être forcés. Se soucier du bien-être de la famille semble être la priorité évidente au lieu de se sentir comme une obligation qui entre en conflit avec d'autres intérêts. Colin a regardé nos enfants avec une fierté et une satisfaction évidente. Il y a 6 mois, aucun de vous ne pouvait conduire votre mère à l'hôpital pendant une urgence médicale. Maintenant, vous demandez des occasions d'organiser des réunions de famille et de participer aux traditions familiales. Il y a 6 mois, nous étions des personnes égoïstes qui n'avaient jamais appris à valoriser les relations plutôt que le succès professionnel, a répondu Bella. Maintenant, nous sommes des personnes qui comprennent que les réussites professionnelles sont dénuées de sens sans liens familiaux pour les partager. Qu'est-ce qui a créé ce changement de compréhension? Avoir failli perdre maman a créé un choc et une culpabilité immédiats. Mais te découvrir a créé une motivation à long terme pour devenir le genre de personne qui mérite des relations familiales authentiques. Comment ça? Rencontrer un père qui avait passé 36 ans à donner la priorité à la famille qu'il avait perdue nous a fait réaliser que nous risquions de perdre la famille que nous avions à cause du même genre de choix égoïstes. Vous dites que l'apprentissage de mes regrets a influencé vos décisions sur les priorités relationnelles. Nous disons que voir à quel point vous valorisiez ce que vous aviez manqué nous a fait reconnaître la valeur de ce que nous avions encore l'opportunité de construire. J'ai observé cette conversation entre Colin et mes enfants avec un étonnement que 6 mois d'efforts constants aient transformé si complètement notre dynamique familiale. Quels sont vos espoirs pour notre famille à l'avenir? Ai-je demandé. Des rassemblements réguliers auxquels tout le monde aime vraiment assister, a répondu Ethan. Des conversations où tout le monde se sent écouté et valorisé, un soutien pendant les défis qui ne semblent pas obligatoires, et des expériences partagées qui créent des souvenirs positifs au lieu de stress et de ressentiment, a ajouté Bella. Ce sont de beaux objectifs. Qu'est-ce qui vous rend confiant que nous pouvons les atteindre? 6 mois de preuve que nous sommes tous capables de donner la priorité aux relations plutôt qu'à la commodité lorsque nous faisons ce choix consciemment et de manière constante. Certaines familles sont réunies par une tragédie et se séparent progressivement à mesure que la crise passe. Notre famille avait été réunie par une quasi-tragédie et s'était renforcée grâce à un effort soutenu pour donner la priorité au bien-être de chacun plutôt qu'à la commodité individuelle. Le vrai succès n'était pas que nous ayons survécu à ma crise cardiaque ou que nous ayons navigué dans la découverte de l'identité de Colin. Le vrai succès était que nous avions appris à nous choisir mutuellement, de manière répétée, dans de petites décisions quotidiennes qui démontraient un soin authentique plutôt qu'une connexion obligatoire. Et debout dans notre nouvelle cuisine, entouré de preuves d'un engagement conscient à construire quelque chose de sincère ensemble, je me sentais plus optimiste quant à l'avenir de notre famille que je ne l'avais été depuis des décennies. 1 an après ma crise cardiaque, je me tenais dans le centre de réadaptation cardiaque où je faisais maintenant du bénévolat 2 fois par semaine, aidant d'autres survivants de crise cardiaque à naviguer dans leur convalescence pendant que leur famille apprenait ce que la mienne avait appris sur la différence entre l'obligation et le soutien authentique. Madame Matthews, a dit Janet, une femme de 73 ans dont les enfants avaient réagi à son événement cardiaque avec la même préoccupation dédaigneuse que mes enfants avaient initialement montrée. Comment avez-vous fait comprendre à votre famille que vous aviez besoin d'une aide réelle,
pas seulement de conseils sur l'embauche de professionnels? J'ai eu de la chance de la pire des manières, ai-je répondu en ajustant mon badge qui reflétait mon récent mariage avec Colin. Ma crise cardiaque a révélé des problèmes dans nos relations familiales que nous ignorions depuis des années et le fait de nous avoir presque perdus les uns les autres nous a forcés à affronter ces problèmes honnêtement. De la chance, comment? De la chance parce que mon chirurgien s'est avéré être quelqu'un qui se souciait suffisamment de mon bien-être pour exiger que mes enfants examinent leur comportement et leurs priorités. Votre chirurgien connaissait votre famille? Mon chirurgien était le père de mes enfants qui avait passé 36 ans à nous chercher après que les circonstances l'aient forcé à m'abandonner pendant ma grossesse. Oh mon Dieu! Quelles étaient les chances de cette coïncidence? Apparemment, exactement les chances dont nous avions besoin pour que notre famille soit forcée d'avoir le genre de conversations honnêtes que nous évitions depuis des décennies. La fille de Janet, Patricia, écoutait notre conversation depuis la chaise où elle était assise à lire des magazines pendant les séances de thérapie de sa mère, lisant des magazines au lieu de participer aux programmes éducatifs conçus pour aider les familles à soutenir efficacement la convalescence cardiaque. Madame Matthews, puis-je vous demander quelque chose de personnel? A interrompu Patricia. Bien sûr. Pensez-vous que le comportement de vos enfants avant votre crise cardiaque était vraiment aussi mauvais que vous l'avez décrit? Ou pensez-vous que le traumatisme médical vous a rendu plus sensible à la dynamique familiale normale? La question a révélé exactement le genre de pensée défensive qui empêchait les familles de s'attaquer à de véritables problèmes relationnels. Patricia, pensez-vous que dire à votre mère de prendre un Uber pour aller à l'hôpital pendant une urgence cardiaque représente une dynamique familiale normale? Eh bien, non. Mais peut-être pensait-il sincèrement qu'elle surréagissait à des symptômes d'anxiété. Sur la base de quelles preuves? Connaissez-vous l'histoire médicale de votre mère assez bien pour distinguer ses préoccupations de santé légitimes des inquiétudes liées à l'anxiété? Pas vraiment. Savez-vous quels médicaments elle prend? Quels symptômes elle a ressentis récemment ou ce que ses médecins lui ont dit sur les facteurs de risque cardiaque? Non. Donc, vous défendez la réponse dédaigneuse de mes enfants à mon urgence médicale tout en reconnaissant que vous êtes également mal informé sur la situation de santé de votre propre mère? Patricia a semblé mal à l'aise en reconnaissant le parallèle entre la dynamique de sa famille et l'histoire que j'avais partagée. Je suppose que oui. Patricia, la question n'est pas de savoir si le traumatisme médical m'a rendu plus sensible à la dynamique familiale. La question est de savoir si le traumatisme médical m'a finalement forcé à reconnaître une dynamique familiale qui était problématique depuis des années. Quelle est la différence? La différence est de savoir si je surréagissais à des incidents isolés ou si je réagissais enfin de manière appropriée à des schémas de comportement qui avaient progressivement endommagé nos relations au fil du temps. Colin est apparu dans l'embrasure de la porte du centre de réadaptation, arrivant pour venir me chercher après la fin de mon service de bénévolat. Bonjour tout le monde. Comment s'est passée la séance d'aujourd'hui? Dr Matthews, nous discutions de la façon dont les familles apprennent à fournir un soutien authentique pendant la convalescence cardiaque au lieu de simplement offrir des conseils qui ne nécessitent pas d'implication personnelle, ai-je expliqué. C'est l'un des aspects les plus importants d'une convalescence réussie, a-t-il convenu en s'installant sur une chaise près de Janet et Patricia. Les membres de la famille qui comprennent que la convalescence nécessite une présence plutôt qu'une résolution de problèmes ont tendance à avoir de meilleurs résultats à long terme. Que voulez-vous dire par présence plutôt que résolution de problèmes, a demandé Patricia. La présence signifie passer du temps avec les patients parce que vous voulez soutenir leur bien-être émotionnel, pas parce que vous essayez de régler leur situation efficacement. Et la résolution de problèmes? La résolution de problèmes signifie offrir des solutions qui retirent les préoccupations du patient de votre sphère de responsabilité plutôt que de fournir un soutien personnel continu. Pouvez-vous nous donner un exemple? Quand Tori est sortie de l'hôpital, ses enfants auraient pu engager une aide à domicile pour la surveiller quotidiennement, ou ils auraient pu organiser leurs horaires pour lui rendre visite personnellement et lui tenir compagnie pendant sa convalescence. Qu'ont-ils choisi? Ils ont choisi de lui rendre visite personnellement parce qu'ils ont reconnu que leur mère avait besoin d'un lien émotionnel, pas seulement d'une supervision médicale. Et cela a fait une différence dans sa convalescence? Cela a fait une différence dans sa volonté de se conformer aux exigences de la réadaptation et dans son adaptation psychologique globale à la vie après un événement cardiaque. Janet a regardé sa fille avec une expression qui suggérait qu'elle reconnaissait des problèmes dans leur propre dynamique familiale. Patricia, quand m'as-tu rendu visite pour la dernière fois parce que tu voulais ma compagnie plutôt que parce que tu te sentais obligée de veiller sur mon bien-être? Maman, je te rends visite toutes les semaines. Ce n'est pas ce que j'ai demandé.
Quand m'as-tu rendu visite pour la dernière fois parce que tu voulais vraiment passer du temps avec moi? Patricia est restée silencieuse pendant plusieurs minutes avant de répondre. Honnêtement, je ne suis pas sûr de me souvenir d'un moment précis. C'est ce que je pensais. Mais je me soucie de ton bien-être, maman. Je sais que tu te soucies de mon bien-être, mais se soucier du bien-être de quelqu'un n'est pas la même chose que d'apprécier sa compagnie ou de valoriser sa présence dans votre vie. Colin et moi avons échangé des regards, reconnaissant la conversation que nous avions eue avec Ethan et Bella pendant ma période de convalescence. Janet, Patricia, aimeriez-vous savoir comment notre famille a appris à transformer des relations basées sur l'obligation en relations basées sur la connexion, ai-je proposé. S'il vous plaît, a dit Janet immédiatement. Nous avons commencé par reconnaître que les bonnes intentions ne suffisent pas pour maintenir des relations authentiques. Se soucier de quelqu'un et vouloir passer du temps avec lui sont des expériences émotionnelles différentes qui nécessitent différents types d'attention. Quel type d'attention? Se soucier de quelqu'un signifie surveiller son bien-être et fournir une assistance en cas de besoin. Vouloir passer du temps avec quelqu'un signifie apprécier sa personnalité et se sentir enrichi par les conversations et les expériences partagées. Et vos enfants ont appris à faire les deux. Ils ont appris que des relations familiales durables nécessitent les deux. Vous ne pouvez pas maintenir une connexion à long terme basée uniquement sur des obligations de soins. Et vous ne pouvez pas fournir un soutien efficace si vous n'appréciez pas sincèrement la personne que vous essayez d'aider. Comment ont-ils appris ça? Par une pratique soutenue sur des mois, pas par des révélations spectaculaires ou des conversations émotionnelles. Ils ont dû expérimenter la différence entre me rendre visite parce qu'ils se sentaient coupables et me rendre visite parce qu'ils voulaient ma compagnie. Quelle était la différence? Quand ils me rendaient visite parce qu'ils se sentaient coupables, notre temps ensemble semblait forcé et artificiel. Quand ils me rendaient visite parce qu'ils voulaient ma compagnie, nos conversations devenaient naturelles et agréables. Et comment pouviez-vous dire quelle motivation guidait leur visite? Le temps et la constance. L'attention motivée par la culpabilité s'estompe à mesure que la crise qui l'a provoquée devient moins immédiate. L'affection authentique motivée par l'attention s'approfondit à mesure que les relations deviennent plus authentiques. J'ai demandé à mes enfants de m'emmener à l'hôpital alors que je pouvais à peine respirer à cause d'une douleur à la poitrine. Ils ont bâillé et ont dit, appelle un Uber, maman. Nous travaillons demain. J'y suis allé seul et j'ai découvert que je faisais une crise cardiaque massive. 6 heures plus tard, mon cardiologue les a appelés et a dit, vous devez venir maintenant. Elle pourrait ne pas survivre. Quand ils sont arrivés aux soins intensifs, ils ont appris que le médecin qui m'avait sauvé la vie était leur père, l'homme qui nous cherchait depuis 36 ans pendant qu'ils étaient trop occupés par des réunions de travail pour conduire leur mère à l'hôpital pendant une urgence médicale. Cet appel téléphonique n'a pas seulement sauvé ma vie. Il a appris à mes enfants que certaines réunions de travail ne valent pas la peine de perdre sa famille. 2 ans plus tard, je n'étais plus Tori Ashworth, la mère célibataire abandonnée dont les enfants traitaient son bien-être comme secondaire à leurs obligations professionnelles. J'étais Tori Matthews, mariée à un homme qui démontrait que l'amour authentique signifie se présenter de manière constante. Mère d'enfant qui avait appris que des relations significatives nécessitent de donner la priorité à la présence plutôt qu'à la commodité. Et conseillère bénévole aidant d'autres familles à naviguer dans la différence entre l'obligation et la connexion authentique. Certaines urgences médicales détruisent les familles en révélant un dysfonctionnement et un ressentiment insurmontable. Mon urgence médicale avait reconstruit notre famille en nous forçant tous à affronter la différence entre aimer quelqu'un et réellement valoriser sa présence dans notre vie quotidienne. Et chaque soir, quand Colin rentrait de l'hôpital et que mes enfants appelaient parce qu'ils voulaient sincèrement savoir comment s'était passée ma journée plutôt que parce qu'ils se sentaient obligés de maintenir le contact, je me sentais reconnaissante que le fait d'avoir failli mourir nous ait tous appris à vivre réellement ensemble en tant que personnes qui se choisissaient mutuellement, de manière répétée, plutôt que de simplement s'endurer par obligation biologique. La crise cardiaque qui a failli me tuer avait en fait sauvé notre famille en révélant que l'amour sans présence n'est qu'une belle théorie, tandis que la présence avec amour crée le genre de connexion authentique qui rend la vie digne d'être vécue, même après que les crises médicales nous rappellent à quel point cette vie est fragile.